Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes toutes mes premières. Voici donc la correction attendue du QCM sur l'industrialisation. Ça va vous permettre aussi de réviser un peu le cours. Beaucoup l'ont fait rapidement. Je ne sais pas si tout le monde a regardé les vidéos, a pris des notes sur les vidéos, surtout pour se mémoriser, a lu le livre du manuel, a relu le résumé du cours qu'on avait fait ensemble jusqu'à la semaine dernière. Bon, je ne sais pas. Mais on va faire ensemble donc dans les conditions euh, de ce QCM. Donc, on va voir bien sûr les questions. Attention, comme les questions ne sont pas forcément dans le même ordre que chacun d'entre vous. Donc, on va commencer à répondre. Et je vais commencer tout de suite à répondre, entrer dans le vif du sujet. Alors, à quel groupe social appartient ce type d'habitat? Alors, vous voyez, des fauteuils, il y a deux messieurs qui lisent, hein, ils n'ont pas l'air dans une activité de travail intensif, au travail très très difficile. La lecture, c'est du travail, mais il n'y a pas de travail manuel. Donc, c'est un intérieur bourgeois. Le mot, c'était bourgeois aussi. Les deux, ou j'ai mis bourgeoisie, ça va aussi. C'est l'intérieur bourgeois. Les bourgeois, c'était beau. Ouais. Quels sont les éléments de la proto-industrialisation? Alors là, c'est dans la vidéo. Allez, des éléments, plusieurs réponses possibles, et donc il faut les donner. Alors, qu'est-ce qu'il faut dans la proto-industrialisation, c'est-à-dire la première révolution industrielle? Alors, l'espace rural, non, pas forcément. L'impressionnisme, c'est un courant artistique mené par Claude Monet, notamment, à la fin du XIXe siècle, donc ça n'a rien à voir avec l'industrie. Le marxisme, c'est une idéologie. Bon. L'artisanat, non, c'est le contraire justement de l'industrie, puisque ce n'est pas du tout les mêmes méthodes de production. Les usines, ben oui, c'est le symbole évident de la première révolution industrielle. Et puis les machines-outils, les machines qui vont remplacer les ouvriers, hein, ou les aider en tout cas pour fabriquer plus rapidement et moins cher, et donc faire des gains de productivité. Allez, je valide. Question numéro 3. Quel document administratif permet de contrôler les travailleurs? C'est le livret ouvrier, inventé au début du XIXe siècle et seulement aboli, hein, à la fin du XIXe siècle. Donc, quand on était ouvrier, il y avait un petit livret où l'employeur, pour 1 an, 2 ans, 3 ans, mettait les appréciations. Alors, bon ouvrier qui il y avait des appréciations comme à l'école. Et donc, ces personnes se présentaient quand elles changeaient de travail, eh bien, elles présentaient le livret et selon les appréciations des anciens employeurs, eh bien, étaient embauchées ou pas. Allez, je valide. La société se divise en deux vastes camps ennemis, en deux classes rouges, sociales diamétralement opposées. C'est une classe, hein, la bourgeoisie et le prolétariat. Cette phrase résume l'idéologie paternaliste, capitaliste, romantique, marxiste ou nationaliste. C'est Karl Marx qui a écrit cette phrase, sans faire des fautes d'orthographe que j'ai fait là, évidemment, et dans son manifeste du Parti communiste en 1848, bien sûr, c'est marxiste. Je valide. Par quel adjectif peut-on qualifier les habitats ouvriers? Alors, les habitats ouvriers traditionnels, pas les cités ouvrières, qui ont été construites pour justement pallier à ces problèmes d'habitat ouvrier. L'ouvrier gagne très peu d'argent, il est payé à la semaine, très peu à l'heure, il travaille 10-12 heures par jour. Évidemment, c'est impossible évidemment pour lui que sa femme, si elle a des enfants, puisse travailler à l'extérieur aussi, puisqu'il faut s'occuper des enfants. Et à l'époque, il n'y a pas de système de crèche ou de garderie. Et bien sûr, ce n'est pas la bourgeoisie, donc ils ne peuvent pas payer des personnes pour s'occuper de leurs enfants. Donc, il y a deux adjectifs négatifs qui symbolisent l'habitat ouvrier. Je vous avais donné une photo de l'époque, hein, de la fin du XIXe siècle. Eh bien sûr, c'est vétuste, la vétusté, c'est petit, pas le plafond est petit. Et puis insalubre, c'est-à-dire il n'y a pas d'hygiène, il n'y a pas de salle de bain dans ces appartements, hein, ou ces maisons d'ouvrières. Donc, elle est bien sûr pas hygiénique, pas du tout, et pas lumineuse, non, parce que plus on a de fenêtres, plus il fait froid. Et donc on a moins de fenêtres, on va se calfeutre. Et puis elle n'est pas ample du tout, hein. Il y a souvent une cuisine, salle à manger, salon en même temps, et puis une chambre. Allez,
Si on est un ouvrier un peu plus riche, on a une chambre des parents et la chambre des enfants. Mais si on a 3-4 enfants, c'est une chambre pour 3-4 enfants. Peut-on qualifier l'économie comment peut-on qualifier l'économie sous le régime de Napoléon III? Alors, c'est passé tout de suite. Alors, on peut dire donc les deux notions importantes, c'était croissance économique et prospérité économique. Voilà. Deuxième, donc question numéro 7, classer dans l'ordre chronologique les innovations scientifiques et techniques suivantes. La locomotive à vapeur, le métier à tisser de jacquard, la machine à vapeur, le télégraphe, la moissonneuse batteuse et le tracteur. Alors, le premier d'entre eux, c'est la machine à vapeur. Sans la machine à vapeur, il n'y a rien d'autre que cela. 1. Ensuite, il fallait aller voir les autres. Le télégraphe, c'est 1790, le télégraphe de Chappe. Il y a une question d'ailleurs sur le télégraphe. Deuxièmement, le métier à tisser, c'est au début du XVIIIe siècle, comme la locomotive, et ça se suit de très peu. Donc, la locomotive, la machine à vapeur, pardon, vous voyez. 3, c'est la machine à vapeur. 4, le télégraphe. 2, la machine à tisser. 3, donc, je me souviens, non, 1, la locomotive à vapeur, inventée par Jefferson en 1814. Et ensuite, la moissonneuse batteuse. Là, c'est la deuxième partie du XVIIIe siècle. Et le tracteur à la fin du XVIIIe siècle. Donc voilà, c'est 5 et 6. Je valide. Quelles sont les différentes manières pour un ouvrier d'être rémunéré? Alors, évidemment, les deux manières, c'est à la pièce et à la journée. La pièce, c'est-à-dire à l'argent, et à la journée, à la pièce, c'est-à-dire à l'objet produit. Aujourd'hui, vous allez produire pour une ouvrière ou un ouvrier, vous allez produire 100 chemises. Voilà, il sera payé 1 franc la chemise à 100 francs. S'il n'en produit que 50, il n'en produit que 50. Hein. Même si les conditions ont été difficiles, même s'il y a eu des problèmes techniques indépendants de sa volonté, eh bien, il ne sera payé que 50 francs au lieu de 100 francs. Comment qualifier l'attitude du patronat envers les ouvriers? Un seul mot, le paternalisme. C'est un peu comme un papa qui parle à un enfant. Hein. Alors, il y a cette idée de protéger, mais à la fois d'être dur avec eux aussi. Hein. C'est un papa protecteur et dur à la fois. Dur parce qu'on le paye très peu, on le fait beaucoup travailler. Et papa, on lui donne des conseils. Hein. Faut que tu fasses ci, tu fasses ça. Voilà, moi je sais ce qui est bon pour toi, toi non, tu es comme un enfant, et donc tu dépends vraiment de moi entièrement pour vivre et faire et pour la vie quotidienne. Paternalisme, j'ai été paternaliste aussi. Lequel de ces éléments fait partie du cercle vertueux du libéralisme économique? Lequel? Donc il n'y en a qu'un. Et bien, le libéralisme a permis beaucoup de choses positives au niveau de l'économie, et notamment, un investissement important dans l'innovation technologique, parce que les premières innovations technologiques permettent une libération de personnes, une diminution des prix des objets, et donc une libération d'un petit pécule, un peu d'argent qui reste, qui peut être remis dans l'investissement. On peut utiliser cet argent pour innover dans la technologie, pour prendre du temps, pour payer les scientifiques, pour payer les inventeurs, pour améliorer les machines qui existent ou en inventer d'autres qui permettront de fabriquer des objets que l'on pourra vendre ensuite. À quel groupe social appartient ce type d'habitat? Alors, on a vu avec la bourgeoisie, mais évidemment, c'est l'habitat ouvrier. Alors, je vais mettre habitat ouvrier ou intérieur ouvrier. Si vous avez mis ouvrier, évidemment, il n'y a pas de souci, c'est juste, hein, je regarderai. Ensuite, c'est la machine qui directement, bête et méchante, fait oui ou non. Si vous avez mis que ouvrier, que ça ne compte pas juste, évidemment, vous avez le point. Hein. Je vérifierai tout cela de façon manuelle ce week-end. Qui est l'inventeur du télégraphe? C'est Claude Chappe, les enfants, c'est un Français, Cocorico, qui en 1790 a inventé le télégraphe. Quel élément ne fait pas partie du cercle vertueux du libéralisme économique? La fermeture des frontières, la croissance économique, l'augmentation du pouvoir d'achat, la baisse des prix du produit, l'amélioration des transports. La fermeture des frontières.
puisqu'elle va à l'encontre du libre-échange, du libéralisme économique, donc échanger avec, dans le pays évidemment, mais aussi avec les pays voisins et les autres pays du monde entier. Donc la frontière est complètement incohérent par rapport à la théorie du libéralisme économique. Et il n'est pas souhaitable si on veut développer le cercle vertueux du libéralisme économique. Qui sont les acteurs du financement des projets industriels? Alors, plusieurs réponses possibles. On l'a vu, ça c'est dans la vidéo que je vous ai donnée. Regardez. L'État, et oui, en France, l'État investit, même il est d'ailleurs propriétaire de beaucoup d'entreprises encore aujourd'hui, ou d'une partie d'entreprises. Il est actionnaire de beaucoup de grandes entreprises que vous connaissez tous. Il est actionnaire de Total, en minorité, mais quand même. Il est actionnaire de Renault, par exemple, ou il est actionnaire aussi de grandes banques françaises comme la Banque Populaire ou la Banque Nationale de Paris. Donc l'État, bien sûr, et les entreprises privées. Les inventeurs scientifiques sont là pour inventer, mais ils n'ont pas forcément d'argent de côté pour investir et pour financer ces projets-là. Qui est à l'origine des réformes architecturales à Paris, surtout le Second Empire? Alors ça, et vous l'avez en long et en large dans votre livre, c'est le baron Haussmann qui a remodelé Paris, qui a vraiment tout cassé pour faire des grandes allées très importantes. C'est dans la vidéo, donc je ne développe pas. Qui finance les chemins de fer? Ah, bon, ben, l'État toujours, hein? Ben non. C'est Napoléon qui décide que des entreprises privées, évidemment, vont financer le chemin de fer. Après, cela va être nationalisé, c'est-à-dire que les entreprises vont appartenir à l'État, mais bien plus tard. Au début, non, c'est les entreprises privées qui vont développer les chemins de fer. Et ça va plutôt pas mal marcher pour eux. Comment se nomme le fait d'arrêter le travail pour revendiquer de nouveaux droits? Ben, c'est la grève. D'accord? La grève. Validé. Comment qualifier l'attitude de l'État envers les ouvriers? Ah, toujours dans la vidéo. Hein. Répression et emprisonnement, non, on ne va pas jusqu'à emprisonner les ouvriers. Même s'ils font la grève, si ce n'est pas violent, on ne peut pas le faire. La répression plus les lois sociales. Et oui, on va déjà réprimer les grèves de 3 coups de matraque pour disperser les manifestants, les grévistes, hein, et puis leur dire, allez, au boulot, retourner au boulot. Et puis après, peut-être, bon, c'est vrai qu'ils ont des conditions pas terribles. On peut peut-être améliorer cela. Donc, c'est répression plus les lois sociales. Et après, les lois sociales. Classé dans l'ordre chronologique suivant les différentes lois sociales. Et oui, justement, le droit de réunion, le droit de grève, le livre ouvrier, la suppression du livret ouvrier, la journée de 10 heures maximum, l'interdiction du travail des moins de 8 ans. Alors là, regardez à la fois, c'est une question difficile parce qu'il fallait avoir à la fois le manuel, le cours du professeur et avoir regardé la vidéo. Alors, je vous donne dans l'ordre, c'est tout d'abord le livret ouvrier, 3. Ensuite, l'interdiction du travail des moins de 8 ans, d'accord, 1841. Ensuite, le droit de grève, oui et oui, sous Napoléon III. Et puis le droit de réunion aussi sous Napoléon III, un peu plus tard. Donc, d'abord le droit de grève et après le droit de réunion. Oui, c'est pas logique, mais c'est après. La suppression du livret ouvrier, c'est vraiment à la toute fin du 19e siècle et puis tout début du 20e siècle, tout début du 20e siècle, il y a 100 ans, 120 ans, eh bien, les journées de 10 heures maximum. Donc, c'est le 5. Je valide. Parmi ces bouleversements sociaux, lesquels sont la conséquence de la révolution industrielle? Plusieurs réponses obligatoires. Oh là, je suis allé voir. Obligatoire, c'est bon. Avec un S, merci. Donc, eh bien, alors, qu'est-ce que ça a permis cette révolution industrielle? L'augmentation de la population urbaine, eh oui, pour aller travailler en usine, il faut des ouvriers et pas des paysans. Une hausse des produits agricoles? Non, au contraire, puisqu'on a mécanisé aussi les campagnes et les prix des tomates, les pommes de terre ou des fraises a beaucoup, beaucoup baissé. Et puis avec le libéralisme, il y a la concurrence des pays voisins, hein, comme l'Espagne pour les tomates ou les fraises, qui a permis de faire une concurrence et donc de baisser les prix, parce qu'on a augmenté l'offre de produits agricoles. On a augmenté l'offre de produits agricoles, et comme la demande était la même, puisque la population française n'a pas augmenté d'un coup, eh bien les prix ont baissé. Donc, ce n'est pas une hausse. L'apparition de nouvelles classes sociales majoritaires, et oui, la bourgeoisie et les ouvriers, on peut dire que les nobles, ils n'ont plus vraiment de rôle social à cette époque. L'exode urbain, mais non, c'est pas non, voilà, c'est plutôt l'exode rural. Hein, et puis un appauvrissement généralisé de la population, et non, puisqu'il y a eu une croissance économique
formidable qui n'a pas profité à tout le monde, ça on est d'accord, mais qui, généralement, a profité en moyenne à tout le monde. Et après, il y a eu des différences, des inégalités très importantes. Donc, 2 réponses seulement, je valide. J'ai trouvé ce que j'aime. Alors, vous allez me tous mythes difficiles. Bon, oui, mais il faut réviser avant. C'est pour ça que je vous donne 2-3 jours avant. Il faut travailler. Il ne faut pas arriver comme ça. Je ne sais rien. Je fais le QCM. Hop là, on voit ce qui se passe. Hein. Il faut vraiment un travail personnel et une autonomie personnelle. Bon, allez, je mets facile parce que. Et combien j'ai eu? Eh bien, je ne sais pas. Voilà, cliquer sur le bouton terminer permet de fermer cette fenêtre. Hop, c'est bon. Et voilà. Merci à tous. J'espère que vous avez aimé cette capsule vidéo. Je ne vous demande pas de pouces bleus ou de pouces morts, je ne sais pas quoi. Et bon, et donc, j'attends avec impatience vos sujets de type bac sur l'industrialisation de la France, hein, très rapidement. Vous me l'enverrez par mail ou par mail, hein, en format, pour prendre une photo de votre évaluation de type bac et puis me l'envoyer jusqu'à la fin de la semaine. Et puis la semaine prochaine, on commencera un nouveau cours en géographie. Merci de votre attention.